Il entre seul au mariage. Sans compagne, sans bague, sans excuse. Il n'est ni amer ni brisé. En fait, il est la personne la plus calme de la pièce. Pendant que le marié s'agite et que la mariée serre son bouquet comme une bouée de sauvetage, cet homme se déplace comme s'il n'appartenait pas à la mise en scène, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne perçoit. Les regards le suivent. Les murmures s'élèvent derrière lui. Les tantes échangent des coups d'œil. Les pères évitent son regard. Même les hommes mariés se redressent dans leurs costumes, subtilement, sur la défensive. Il lui sourit, mais c'est le genre de sourire qu'on adresse quand on ne sait pas si on fait face à un ami ou à une menace, car il est tout ce qu'on leur a dit de ne pas être. Détaché, sans honte, imperturbable. Il ne se vante pas. Il ne justifie pas son choix quand quelqu'un plaisante. Toujours célibataire, hein. Il se contente de hocher la tête et de dire « Je n'ai pas besoin du mariage ». Silence. Pas de moquerie, pas de rire, juste un calme. Comme s'il avait lâché une vérité interdite au cœur d'un rituel. Parce qu'au fond, ils l'ont tous ressenti. La peur silencieuse d'un homme qui traverse la vie entière. Un homme qui ne cherche pas à se compléter à travers autrui. Un homme qui n'est pas seul dans la solitude, mais puissant dans celle-ci. Il ne correspond pas à leur scénario. Il ne joue pas le rôle. Il n'a pas besoin du masque du mariage pour prouver sa virilité. Et c'est précisément ce qui le rend dangereux. Pas pour les femmes, pas pour le mariage, mais pour un système bâti sur la dépendance masculine, l'obéissance émotionnelle et la conformité silencieuse. Il est la preuve que le monde qu'on leur a vendu pourrait être un mensonge. Et voici ce que personne n'ose dire à haute voix. Si un homme peut s'épanouir sans mariage, que cela dit-il des autres qui n'y sont pas parvenus? C'est la véritable peur, et il est temps de l'affronter, car dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi l'homme qui n'a pas besoin du mariage ne fait pas seulement peur aux gens. Il menace tout ce qu'on leur a appris à croire. Dès que vous avez pu comprendre le langage, un scénario vous a été murmuré à l'esprit. Un jour, tu trouveras une gentille fille. Un vrai homme se pose. Tu seras heureux quand tu seras marié. Au début, cela semblait innocent, comme un conseil. Mais en réalité, ce n'était pas de l'amour qu'on vous enseignait. C'était de l'obéissance. On ne vous a jamais demandé si vous vouliez vous marier. On vous a appris à le présumer, comme la gravité, comme la mort. Un homme sans femme, c'était un échec, une immaturité, un signal d'alarme. Quand vous avez commencé à penser par vous-même, le conditionnement était déjà ancré. Votre valeur ne résidait pas dans ce que vous étiez. Elle résidait dans celle que vous pouviez conquérir. Votre estime n'était pas mesurée par votre profondeur, votre but, votre force, mais par votre capacité à séduire une partenaire, à enfiler un costume, à acheter une bague et à vous poser. Mais voici la vérité, il ne s'agissait jamais de votre bonheur. Il s'agissait de votre prévisibilité. Un homme marié est plus facile à gérer. Il a des factures. Il a de la culpabilité. Il a des bouches à nourrir. Il n'est pas une menace pour le système. Il en fait partie. Et c'est là que la vérité de Nietzsche tranche l'illusion. Nietzsche appelait cela la morale des esclaves. Un système de croyances conçu non pas pour vous élever, mais pour vous dompter. Il vous apprend à valoriser l'approbation plutôt que la puissance, la conformité plutôt que la vérité, l'obéissance plutôt que la liberté. Soyez sage, soyez prudent, soyez fiable. Et vous y avez cru, parce que tout le monde autour de vous y croyait aussi. Votre père, vos professeurs, vos amis, tous suivaient le même chemin, tous portaient le même masque. Mais Nietzsche nous avait prévenus. Il disait que la plupart des gens ne vivent pas. Ils sont vécus par des valeurs qu'ils n'ont jamais remises en question. Ils héritent de la morale comme d'un virus. Ils la portent comme un collier et l'appellent vertu. Alors, quand un homme apparaît, refusant ce collier, quand il dit « Je choisis de rester célibataire parce que je me choisis moi-même », il ne fait pas qu'un choix personnel. Il commet une rébellion philosophique. Il devient ce que Nietzsche appelait le surhomme. Pas un tyran, pas un destructeur, mais un homme qui crée ses propres valeurs au lieu d'adopter celles de la société. Et cet homme terrifie le système, car il rappelle aux autres qu'ils avaient le choix depuis le début.
On vous a dit que le mariage est une tradition, qu'il est sacré, qu'il fait partie de la maturité. Mais voici une vérité que personne n'ose admettre. Le mariage est une construction économique déguisée en devoir moral. Vous pensez tomber amoureux, mais en coulisses, la machine ronronne. L'industrie du mariage, l'immobilier, les assurances, la santé, les banques, les biens de consommation. Presque tous les grands systèmes financiers profitent davantage quand vous êtes marié, car un homme marié dépense plus, travaille plus longtemps, se conforme plus vite et prend moins de risques. Il achète la maison, il change de voiture, il signe le forfait familial, il accepte le travail qu'il déteste parce qu'il le doit. Et tout cela est alimenté par une seule chose, son besoin d'être accepté. Le besoin est monétisé. La dépendance devient un revenu. L'insécurité devient une stratégie de marché. Un homme qui ne se sent pas complet est facile à guider, à culpabiliser, à vendre, à effrayer. Mais un homme qui n'a besoin de personne, cet homme brise le cycle. Il n'achète pas pour impressionner. Il ne change pas de voiture pour séduire. Il ne joue pas pour être validé. Il choisit en fonction de ses désirs, non de ses manques. Et cela le rend incroyablement dangereux. Pas pour la société elle-même, mais pour le moteur qui la fait fonctionner. Nietzsche nous en avait averti. Celui qui ne peut se commander lui-même sera commandé. L'homme qui ne gouverne pas ses propres désirs sera gouverné par ceux d'un autre. Alors, quand un homme arrive, qui ne recherche pas l'approbation, qui ne suit pas le script, qui ne panique pas à l'idée de la solitude, il casse l'algorithme. Il court-circuite la boucle. Il devient non rentable. Et le système a besoin que vous soyez rentable. Alors, il vous apprend que vous n'avez de valeur que si quelqu'un d'autre vous veut. Vous n'êtes complet que si quelqu'un vous choisit. Vous n'êtes un homme que lorsque vous êtes marié. Mais ce n'est pas la vérité. C'est du marketing. Car l'homme qui n'a pas besoin d'être choisi est enfin libre de tout choisir. Il y a une énergie différente chez un homme qui ne court pas après. Il n'est pas en colère. Il n'est pas aigri. Il n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. Il ne cherche tout simplement pas la validation, pas quelqu'un pour le compléter. Pas l'approbation de ceux qui ont abandonné leur propre essence il y a longtemps. Il marche seul. Pas parce qu'il n'a personne, mais parce qu'il n'a besoin de personne pour définir son chemin. Et dans ce silence réside le pouvoir. Car la plupart des hommes ont peur d'être seuls. Pas parce qu'ils détestent la solitude, mais parce que la solitude expose la vérité. Sans distraction, ils affrontent les parties d'eux-mêmes qu'on leur a appris à éviter. Les peurs, les désirs, l'égoïsme, la rage, le besoin d'être adoré, tout cela. Mais l'homme qui marche seul, lui, ne fuit pas. Il se tourne vers l'intérieur. Il descend dans son propre inconscient. Il rencontre ce que Jung appelait l'ombre, le côté sombre et rejeté de soi. La plupart des hommes projettent cette obscurité sur les autres. L'homme complet, lui, l'intègre. Il admet, oui, j'ai de la rage. Oui, je veux être libre. Oui, je résiste à être possédé. Et ce faisant, il devient immunisé contre les armes que la société utilise pour le dompter. La culpabilité, la honte, la solitude, la pression sociale. Car on ne peut culpabiliser un homme qui a affronté son obscurité et qui reste dans la lumière. On ne peut manipuler un homme qui a appris à cohabiter avec sa faim sans la nourrir. C'est ce que Jung appelait l'individuation. Devenir psychologiquement entier. Ni bon, ni mauvais, entier. Et voici la métaphore qui explique tout. La plupart des hommes sont comme des chiens domestiqués, bien nourris, soignés, prévisibles. Ils aboient sur commande. Ils s'assoient quand on les félicite. Ils échangent leur liberté contre le confort. Mais l'homme qui marche seul, lui, est un loup sauvage. Meurtri, silencieux, libre. Il ne mendie pas. Il ne mord pas sans raison. Il vagabonde là où il choisit, pas là où on l'attache. Et voici ce qui effraie la société. On ne peut domestiquer un loup sauvage. Et on ne peut contrôler un homme qui sait marcher seul. Cet homme n'est pas un rebelle. Il ne manifeste pas dans les rues. Il ne hurle pas en ligne. Il n'essaie pas de changer le monde. Et c'est précisément ce qui le rend plus dangereux que n'importe quelle protestation.
Il cesse simplement de jouer le jeu. Il n'achète pas ce dont il n'a pas besoin. Il ne court pas après ce qui ne lui sert pas. Il ne joue pas la comédie pour obtenir amour, louange ou permission. Et quand assez d'hommes agissent ainsi, la machine commence à trembler. L'économie prospère sur une chose, l'insécurité émotionnelle. Elle dit aux hommes, améliore ta voiture, tu seras plus attirant. Achète la maison, ça prouve que tu es un pourvoyeur. Marie-toi, oui, c'est ce que font les vrais hommes. Mais quand un homme dit un non, quand il dit je suis déjà complet, il devient imprévisible. Il devient non rentable. Il devient une menace. Car si les hommes n'ont plus besoin de validation externe pour se sentir homme, qui achètera la bague en diamant? Qui contractera un prêt immobilier sur 30 ans? Qui souscrira au forfait familial? L'homme qui n'a pas besoin du mariage n'est pas seulement célibataire, il est débranché. Il est la faille dans un système conçu pour transformer l'insécurité en argent. Il est l'engrenage cassé dans une machine qui exige la conformité pour fonctionner. Il est le fantôme dans l'algorithme. Intraçable, indifférent, inarrêtable. Et voici ce que le système craint le plus, que d'autres hommes le voient. Car lorsqu'un homme prospère sans les vieilles règles, l'illusion commence à se fissurer. Le mythe s'effondre. Le cycle s'arrête. Et le système, privé d'obéissance, commence à s'effondrer. Il est la question ambulante que personne ne veut affronter. Et si tout ce qu'on m'a appris sur la virilité ne m'appartenait pas au départ, c'est pourquoi la plupart des hommes restent piégés. Ils ne deviennent jamais pleinement eux-mêmes. Dès leur plus jeune âge, on leur apprend ce qu'ils doivent être, polis, forts, contrôlés, prêts à se sacrifier. On leur donne un script, un sourire et un costume, et ils ne se demandent jamais où est passé le reste de leur être. Mais Carl Jung, lui, l'a fait. Il a cartographié ce territoire, et ce qu'il a trouvé était à la fois terrifiant et libérateur. Il a appelé cela le chemin de l'individuation, le voyage pour devenir un être humain complet. Ce chemin n'est pas une quête de perfection, c'est une quête d'intégration. La plupart des hommes ne vivent qu'avec des fragments de leur psyché. Ils évoluent dans la persona, le masque qu'ils portent en public. L'image de l'homme bon, du mari, du pourvoyeur, du fils fiable. Mais derrière ce masque se trouve tout ce qu'on leur a appris à réprimer. Leur colère, leur chaos, leur égoïsme, leur désir d'évasion, leur soif de silence, d'espace, de solitude. C'est l'ombre, le côté sombre de soi. La plupart des hommes passent leur vie à l'éviter, à la nier, à la projeter sur les autres. Mais l'homme qui n'a pas besoin du mariage, lui, a fait quelque chose de rare. Il s'est tourné vers l'intérieur. Il a affronté les parties de lui-même que la société lui a dit de haïr. Il a cessé de se demander si elles étaient bonnes ou mauvaises et s'est demandé si elles étaient vraies. Puis il est allé plus loin, dans ce que Jung appelait l'anima, la féminité intérieure. Pas la douceur, pas la faiblesse, mais la source de la profondeur émotionnelle, de l'intuition, de l'équilibre intérieur. L'anima, c'est ce que la plupart des hommes cherchent chez les femmes, pensant « elle me complète ». Mais cet homme se complète lui-même. Il ne délègue pas sa complétude, il la construit. Et en intégrant tout cela au persona, ombre, anima, il cesse de jouer la bonté et commence à vivre dans la vérité. Il n'est pas gentil, il n'est pas méchant, il est réel. Il ne se marie pas parce qu'il le doit. Il se marie ou pas, car il est entier dans tous les cas. Il ne cherche pas à se compléter par la connexion. Il cherche la connexion à partir de sa complétude. Et ce passage de la performance à l'être le rend immunisé contre la honte, la pression et la manipulation. Il n'est plus un homme qui essaie d'être bon. Il est un homme qui est devenu entier. On vous a dit que le mariage est sacré, qu'il est la colonne vertébrale de la famille, qu'il est ancré dans l'amour, la moralité et la tradition. Mais si ce n'était pas la vérité, et si ce n'était qu'une image de marque, car lorsque vous retracez l'histoire du mariage, ce que vous trouvez, ce n'est pas l'amour. C'est la propriété, l'économie, la prévisibilité. Le mariage n'est pas né du romantisme. Il a été forgé comme un outil pour gérer les héritages, sécuriser les transactions foncières,
garantir les lignées et contrôler la sexualité des femmes. Il ne s'agissait pas de connexion. Il s'agissait de confinement. Plus tard, la religion s'en est mêlée, bénissant la transaction, moralisant l'union, menaçant de damnation ceux qui la remettaient en question. Puis l'État est arrivé, avec ses avantages fiscaux, ses privilèges légaux, ses incitations à l'assurance, liant vos choix personnels à une conformité politique, et enfin les marchés. Les entreprises ont réalisé quelque chose. Les hommes mariés sont des hommes fiables. Ils dépensent plus, risquent moins, travaillent plus longtemps. Ils deviennent émotionnellement obéissants, financièrement investis, plus faciles à suivre. Le mythe du mariage comme obligation morale, c'est ainsi qu'ils vous ont fait signer le contrat. Et voici la véritable trahison. Ils vous ont fait croire que c'était votre idée depuis le début. Ils vous ont dit que c'était l'amour, mais c'était du levier. Ils vous ont dit que c'était le destin, mais c'était un plan. Alors, quand un homme rejette ce récit, quand il dit « Je me choisis avant la tradition », il n'est pas immature. Il n'est pas perdu. Il se réveille. Il réalise que le chemin tracé devant lui n'a jamais été le sien. C'était une laisse déguisée en héritage. Et voici votre permission. Vous avez le droit de le remettre en question. Vous avez le droit de vouloir autre chose. Vous avez le droit de ne pas avoir besoin de ce dont ils avaient besoin. Car l'homme qui questionne le mythe du mariage ne rejette pas la connexion. Il rejette la dépendance programmée. Nietzsche n'a pas seulement dit que Dieu était mort. Il a averti ce qui suivrait. Quand les systèmes de croyances s'effondrent, les structures qu'ils soutenaient s'effondrent aussi. La moralité, le sens, l'identité, et oui, le mariage. Pendant des siècles, le mariage n'était pas seulement une attente sociale. C'était une exigence morale. Il était sanctifié, béni. On se mariait parce que c'était juste. Défier cela, c'était flirter avec le péché, la honte ou l'échec. Mais maintenant, les fondations s'effritent. L'Église ne définit plus la vérité. L'État ne définit plus l'identité. Et le marché ne cache plus ses manipulations. Résultat, pour la première fois dans l'histoire, le mariage est optionnel. Et cela terrifie les gens. Car quand le mariage devient un choix, il révèle qui est vraiment complet et qui s'y accroche par peur. L'homme qui n'a pas besoin du mariage n'est pas immoral. Il est évolué. Il ne rejette pas l'amour. Il le redéfinit. Il ne rejette pas l'engagement. Il se le réapproprie. Il sait que la moralité doit venir de l'intérieur. Que le but doit être créé, non hérité. Que la complétude doit être construite, non empruntée. C'est le monde post-mortem de Dieu dont parlait Nietzsche. Un monde où le sens n'est plus transmis. Il doit être forgé. Et dans ce monde, le mariage n'est plus une destinée. C'est un test d'alignement, de vérité, de souveraineté. Et seul un homme complet peut le réussir. Car il ne se marie pas pour être sauvé. Il se marie parce qu'il est déjà libre. Il y a deux types d'hommes sur cette terre. L'un est loué, l'autre est craint. L'un est façonné, l'autre est surveillé. L'un est aimé pour sa fiabilité. L'autre est haï pour sa liberté. Carl Jung les appelait les deux forces archétypales présentes dans chaque psyché, l'apollonien et le dionysien. Commençons par l'homme apollonien, le garçon doré de la société. Il est structuré, rationnel, prévisible. Il porte le costume, achète la maison, choisit le bon quartier scolaire. Il suit les règles, non par faiblesse, mais parce que ça fonctionne. Il pourvoit, se sacrifie, joue son rôle. Il se marie tôt, construit une famille, épargne pour la retraite. Il représente l'ordre, la logique, la responsabilité. La société aime cet homme parce qu'elle le comprend. Il correspond au moule. Il joue le rôle. Il est facile à taxer, à suivre, à dompter. Mais il y a un autre homme, l'homme dionysien. Il ne vit pas selon des horaires. Il vit dans les tempêtes. Il crée. Il détruit. Il erre. Il rugit. Il valorise la liberté plus que la sécurité. L'intensité plus que le confort. La vérité plus que l'approbation. Il pourrait ne jamais se marier. Ou le faire à ses conditions. Il pourrait bâtir un empire, puis le brûler et recommencer.
Il pourrait disparaître dans les bois pendant 6 mois, puis réapparaître avec un livre, une entreprise ou une cicatrice. Cet homme est le chaos, mais un chaos sacré. Indompté, incontrôlé, indéniablement vivant. Et la société récompense l'Apollonien, mais craint secrètement le Dionysien, car cet homme n'a pas besoin de permission. Il n'attend pas d'être choisi. Il ne mendie pas l'appartenance. Il n'explique pas pourquoi il est parti ou pourquoi il ne reviendra pas. Il est ce que le mariage a été conçu pour neutraliser. Car le mariage, du moins dans sa forme traditionnelle, n'est pas une question d'amour. Il s'agit de transformer l'homme sauvage en pourvoyeur, de convertir l'imprévisibilité en fiabilité. Mais l'homme qui rejette ce chemin, celui qui préserve son chaos, ne devient pas imprudent. Il devient rare. Il n'est pas allergique à l'engagement. Il est allergique au confinement. Il est l'homme qui a gardé son tranchant. Et cela le rend dangereux. Pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il est imprévisible. Et le monde ne sait pas quoi faire d'un homme qui n'obéit à aucune laisse, ne suit aucun script et ne répond qu'au feu qui brûle en lui. La plupart des hommes ne deviennent pas des hommes. Ils deviennent des acteurs. Ils apprennent à jouer. Pas à partir de la vérité, mais à partir des attentes. Souris aux beaux-parents. Travaille plus longtemps. Ravale tes émotions. Sois le gentil, le fort, le choix sûr. Et un jour, il se réveille en se demandant « Mais à qui est cette vie que je vis ?» Carl Jung appelait ce masque la persona. Le faux moi façonné pour plaire à la foule. Ce n'est pas mal en soi. C'est nécessaire à petite dose. Mais quand cela devient votre identité, vous perdez la capacité de savoir ce qui est réel et ce qui n'est qu'applaudissement. Beaucoup d'hommes se marient parce que c'est la prochaine scène logique du script. Pas parce qu'ils ont rencontré une âme alignée avec la leur, mais parce qu'ils ont peur de ce que cela signifierait de ne pas le faire. Peur des questions, peur de la solitude, peur du silence. Mais l'homme individué, lui, cesse de jouer. Il laisse tomber le masque. Et dans cette nudité, il découvre quelque chose de choquant. Le vrai pouvoir ne vient pas d'être choisi. Il vient de la force de choisir. Il ne court pas après les relations pour se sentir complet. Il se construit jusqu'à l'être. Et alors seulement, il choisit la connexion par abondance, non par vide. Cet homme ne se marie pas pour l'approbation. Il ne s'engage pas par peur. Il aime, s'associe ou marche seul, tout cela depuis une position de maîtrise de soi. Car le pouvoir n'est pas bruyant. Il n'est pas orgueilleux. Il ne s'agit ni de domination ni de rébellion. Le pouvoir, c'est savoir qui vous êtes quand personne ne vous regarde et choisir la vérité, même si cela vous coûte tout. C'est l'homme que la société ne peut posséder. C'est l'homme qui n'a plus besoin d'être vu, car il se voit enfin lui-même. La plupart des gens comprennent mal l'idée la plus célèbre de Nietzsche. Ils pensent que la volonté de puissance signifie domination, contrôle, statut, impitoyabilité. Mais ce n'est pas cela. La véritable volonté de puissance ne consiste pas à conquérir les autres. C'est devenir soi-même. C'est l'élan pour créer des valeurs là où il n'y en a pas. Sculpter du sens dans un monde qui n'en offre aucun. Rejeter les rôles hérités et tailler sa propre identité dans la pierre. Et c'est ce qu'a fait l'homme qui n'a pas besoin du mariage. Il n'évite pas la connexion. Il n'a pas peur de l'amour. Il n'est pas froid, blessé ou inaccessible. Il ne construit simplement plus sa vie autour de quelqu'un d'autre. Il la construit de l'intérieur. Il a choisi de se créer pleinement, brutalement, véritablement. Et depuis ce socle, tout ce qu'il invite dans sa vie devient un choix, non un compromis. Cet homme ne cherche pas le pouvoir sur les femmes. Il ne cherche pas le pouvoir sur la société. Il cherche le pouvoir sur la seule chose qui compte vraiment, lui-même, ses peurs, ses impulsions, son besoin d'approbation, son conditionnement hérité. Il ne rejette pas le mariage parce qu'il est contre l'union. Il rejette la version du mariage qui lui demande de trahir son évolution. Il n'a pas besoin de se rebeller pour être puissant. Il a juste besoin de créer. Et quand il le fait, il devient un générateur de valeur dans un monde rempli de vies copier-coller, un phare dans une mer de confusion, un créateur dans une culture de consommateurs. Et c'est là la réinvention de la volonté de puissance, non pas pour régner sur les autres,
mais pour devenir si complet que votre simple existence inspire les autres à s'élever. Oubliez tout ce qu'on vous a appris un instant. Oubliez ce que les hommes sont censés faire. Oubliez à quoi l'amour est censé ressembler. Oubliez les louanges qu'on vous a appris à poursuivre. Dépouillez-vous de tout cela et posez-vous simplement cette question. Quelle histoire vivez-vous? Est-ce la vôtre? Ou est-ce un script que vous avez hérité sans consentement? La plupart des hommes ne choisissent pas leur vie. Ils dérivent dedans. Ils jouent. Ils s'adaptent. Et ils appellent cela un but. Ils appellent cela la maturité. Ils appellent cela l'amour. Mais au fond, quelque chose semble toujours décalé. Car lorsque vos choix sont enracinés dans la peur, peur d'être seul, peur d'être jugé, peur d'être différent, vous ne construisez pas une vie, vous construisez une cage que vous ne voyez peut-être même pas. Et c'est la vérité que la plupart des hommes ne confrontent jamais. Ils ne se sont pas mariés par complétude. Ils se sont mariés par besoin. Ils n'ont pas choisi, ils ont obéi. Mais l'homme qui n'a pas besoin du mariage force un règlement de compte. Il est le miroir dans lequel personne ne veut se regarder, car son existence même pose la question la plus terrifiante. Et si j'avais bâti toute ma vie sur l'idée que quelqu'un d'autre a de ce qui fait un homme? Il vous montre qu'il est possible d'être entier avant le serment, d'être libre avant la famille, d'être puissant sans performance. Et ce pouvoir ne détruit pas les relations. Il les transforme. Il construit des partenariats basés sur l'authenticité, non sur l'obligation. Sur la connexion, non sur la conformité. Sur une croissance mutuelle, non sur une dépendance mutuelle. Et c'est ce que Nietzsche voulait dire quand il a dit « Deviens qui tu es, pas celui que tes parents espéraient, pas celui que la société a conçu, pas celui que tes insécurités prétendent être, mais l'homme sous la performance, celui qui peut aimer sans avoir besoin, celui qui peut s'engager sans s'effondrer, celui qui peut partir, non par peur, mais par vérité. » Alors maintenant, la question n'est pas « Devriez-vous vous marier ou non ?» La vraie question est « Choisissez-vous par peur ou par force, par conditionnement ou par âme ?» Car l'homme qui n'a pas besoin du mariage a déjà fait son choix. Quel est le vôtre?